Bienvenue à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. La médecine et en particulier la chirurgie esthétique, puisque nous sommes dans un EHS spécialisé dans la prise en charge des brûlés, mais aussi de la chirurgie carcinologique, de la chirurgie plastique et de la chirurgie esthétique. Pour vous dire que même si l'esthétique est parfois aperçue comme oui. Alors, même si l'esthétique est parfois aperçue comme un accessoire, il s'agit aujourd'hui d'un champ médical structuré, encadré avec des enjeux anesthésiques, de sécurité, mais aussi de qualité des soins que nous rencontrons tous dans notre pratique. Alors, comme définition, bien sûr, la médecine esthétique, c'est des actes médicaux et non chirurgicaux. Par contre, la chirurgie, ce sont des actes chirurgicaux visés à améliorer la morphologie. La différence essentielle repose sur le caractère de ces actes. Et puis la médecine esthétique, là, elle agit soit en complément, soit sans chirurgie, tandis que la chirurgie esthétique implique une anesthésie, un geste opératoire et un temps de récupération. Alors, dans le cadre médical et éthique, nous avons des médecins qualifiés et il est des actes réglementés, un consentement éclairé obligatoire. C'est important d'insister sur le fait que ces actes ne sont pas des soins de confort improvisés, mais des actes médicaux régulés et avec une responsabilité professionnelle identique aux autres spécialités. Alors, un brief historique sur la chirurgie esthétique. Ses origines sont des origines de la reconstruction. Elle est historiquement indissociable de la chirurgie reconstructrice. Et bien sûr, tous les progrès réalisés pour réparer, bien sûr, ensuite, ont été appliqués à la chirurgie esthétique. Il est important de parler que ce champ d'application concerne le vieillissement du visage et il ne concerne pas uniquement la beauté, mais aussi la correction de défauts qui pouvant être vécus comme un handicap psychologique ou bien social. C'est un champ qui va être appliqué sur le vieillissement du visage, de la silhouette, de la qualité cutanée, mais aussi sur les séquelles. Alors, médecine esthétique, ce sont des actes ambulatoires, peu invasifs, qui sont avec des suites simples, avec un résultat progressif. Et cette médecine esthétique se caractérise par des gestes qui sont souvent répétés avec une récupération rapide, un faible impact anesthésique. Alors, les techniques en essai, ce sont les produits de toxines de botulique, les produits de comblement, le peeling, le laser. Et toutes ces techniques visent surtout la qualité de la peau, les rides, le relâchement léger. Et elles nécessitent une bonne connaissance, bien sûr, anatomique, malgré leur simplicité d'apparence. Alors, pour la chirurgie esthétique, elle implique une organisation proche de toute chirurgie programmée avec des enjeux anesthésiques et de surveillance, mais aussi de sécurité, comment dirais-je, identique à l'anesthésie. Ce sont des gestes chirurgicaux planifiés qui peuvent se faire sous anesthésie locale ou régionale ou générale, comme ça a été cité par la précédente communication du professeur Zelmat, et dans les suites post-opératoires sont variables avec un résultat qui est durable. Donc, la chirurgie esthétique, on a la rhinoplastie, la chirurgie mammaire, l'abdominoplastie, la liposuction ou la lipoaspiration associée ou bien faite seule. Les blépharopathies, ce sont des interventions que vous avez peut-être déjà croisées au bloc opératoire
avec un profil de patient souvent qui est jeune et en bon état général, mais sans risque d'anesthésie, comme ça a été cité par le professeur Zalmat. Et le parcours du patient, bien sûr, il va passer par une consultation en chirurgie plastique esthétique, une deuxième consultation de 15 jours après pour être sûr c'est-à-dire de la demande du patient. Et il est très encadré, puis il va passer par la consultation pré-anesthésie qui est très essentielle. Et bien sûr, ce délai de réflexion est essentiel pour le patient pour garantir bien sûr une décision éclairée. Bien sûr, il faut donner des informations sur les risques, sur les résultats, sur le délai d'hospitalisation et ce délai de réflexion. Une fois accompli, on va aboutir bien sûr par la suite au procédé d'hospitalisation et de chirurgie et un suivi par la suite. Alors, le rôle de l'équipe d'anesthésie, on s'adresse aux AMA, puisque cette formation est destinée pour les AMA. Nous remercions d'abord aux AMA ici au niveau du centre, mais qui font un excellent travail auprès de nos réanimateurs et avec lesquels nous avons une relation pluridisciplinaire, mais aussi une complicité quant à l'évaluation pré-anesthésie, quant à la sécurité péropératoire et à la surveillance post-opératoire et bien sûr la réassurance du patient. Alors, l'anesthésie en esthétique, c'est un point de vigilance qui a été bien détaillé par la communication du professeur Zalmat. Souvent, c'est des malades à 1-2, mais avec des attentes très élevées, avec un acte parfois qui est long. Il faut rappeler que le risque zéro, comme il a été dit aussi par le professeur Zalmat, n'existe pas et que toute la balance bénéfice-risque doit être toujours clairement expliquée aux patients. Et ce qui est fait par nos confrères, c'est d'abord savoir que c'est un geste qui est long, que ce soit pour le réanimateur, mais aussi pour la chirurgie. Et la suite, c'est la gestion de la douleur, la gestion des complications si ça arrive. Et bien sûr, l'importance de la traçabilité de l'information qui est élémentaire dans l'outil électronique. L'anesthésie aussi, c'est une spécifique, elle va toucher la chirurgie ambulatoire qui est fréquente. Il y a une anticipation des complications mineures, mais aussi la tolérance aux effets indésirables et bien sûr une étroite collaboration avec le chirurgien et nos confrères, les réanimateurs et les AMA sur ce plan-là. Alors, on sait que la tendance actuelle, ce sont des techniques mini-invasives qui associent médecine et chirurgie esthétique. Et bien sûr, ce sont des prises en charge qui sont organisées. Et l'évolution actuelle va vers des traitements de plus en plus progressifs qui sont adaptés à chaque patient plutôt qu'à une transformation radicale. Les messages clés, c'est une discipline médicale sérieuse. Bien sûr, la sécurité est égale la priorité et bien le travail pluridisciplinaire qui est la clé de tout résultat prometteur pour nos actes. Et bien sûr, le patient reste toujours au centre de la prise de charge. Donc, voilà, c'était un petit rappel comme ça génère sur la chirurgie esthétique, puisque la formation actuellement, c'est de faire une formation vis-à-vis des AMA. Et pour continuer, Madame Hanan, est-ce que vous m'entendez? Madame Hanan? Madame Hanan. Oh, je n'arrive pas à quitter. Madame Hanan. Oui, professeur. Oui, donc moi j'ai ajouté cette petite introduction suite à ce qui a été dit clairement par le professeur Zalmat. Oui, professeur, والله ما سمعتك.
Je vous ai dit, j'ai fait cette petite communication et présentation. C'est uniquement pour faire une suite à ce qui a été dit et détaillé par le professeur Zalmat concernant nous le côté chirurgical pour nos amarres. Est-ce qu'on peut enchaîner maintenant pour le côté brûlologie et toxicomanie? Oui, vous pouvez. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation ou bien on enchaîne directement? Chauffe la fléchette, s'il te plaît. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. Est-ce que vous avez eu des questions? Non. Alors, on enchaîne avec... oui, puisqu'on n'a pas, on a vérifié qu'il n'y a pas de questions. On enchaîne pour la brûlure et l'anesthésie. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, professeur. Donc, on enchaîne avec le deuxième volet. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez continuer. Oui. On a contrôlé ici, il n'y a pas de question là-dessus. Donc, on enchaîne. Alors, le deuxième volet pour cette formation est destiné à l'anesthésie des brûlés, mais aussi des toxicomanes qui sont rencontrés au niveau du centre des brûlés. Mais avant de commencer ce volet, on va faire un petit rappel sur la brûlure pour nos amarres et enchaîner directement avec le professeur Zalmat pour cette communication destinée à l'anesthésie en brûlologie. C'est la deuxième. C'est bon? Oui, vas-y. C'est lui, puis de la suite. Alors, pour enchaîner avec le deuxième volet de la brûlologie et en particulier l'anesthésie et la réanimation chez le grand brûlé, mais aussi chez les patients toxicomanes rencontrés dans la prise en charge anesthésique déjà brûlés au niveau du centre, mais aussi rencontrés au niveau des différentes structures sanitaires. Alors, pour commencer, on va faire un petit rappel sur la prise en charge de la brûlure en stade grave, mais aussi en particulier du stade aigu. Alors, bien sûr, cette prise en charge, il faut d'abord commencer par dire que les brûlures sont fréquentes, elles représentent un problème de mortalité important, mais aussi un coût élevé, puisque la prise en charge du brûlé est à la fois complexe, pluridisciplinaire, mais surtout prolongée dans le temps d'hospitalisation. En grande partie, ce sont des accidents domestiques qui sont en position primaire, mais aussi on a la brûlure électrique, les brûlures chimiques, mais aussi les brûlures par des produits un peu particuliers qu'on va citer par la suite. Alors, ce sont des accidents qui nécessitent une connaissance de critères spécifiques d'admission dans les centres spécialisés dans le traitement des brûlés.
Et comme je viens de le dire, ça nécessite une prise en charge prolongée, longue et pluridisciplinaire. Donc, comme vous le savez, donc l'état des lieux en Algérie, on a plusieurs services actuellement. On a le grand centre d'Alger, de Zeralda, le grand centre d'Oran. Nous avons les services aussi au niveau de l'hôpital militaire à Alger, au niveau de Annaba, au niveau de Constantine, de Tizi Ouzou, aussi à Tlemcen, de Batna, de Sétif et un autre qui est en cours de réalisation à Skikda. Et s'il y a un manque, j'aimerais bien être rappelé par la suite. Alors, vous savez tous que la brûlure est définie par sa destruction du revêtement cutané, mais aussi des tissus sous-jacents qui sont secondaires à un agent thermique ou bien électrique, chimique ou une radiation. Cette gravité est en fonction de l'étendue, de la profondeur, mais aussi du siège et du temps de contact qui va conditionner l'approfondissement de la brûlure. Et surtout l'existence de tares et de lésions associées, ce qui pose plus un travail considérable pour nos collègues, les réanimateurs et les amarres. Le pronostic, bien sûr, est conditionné par la rapidité de la prise en charge, qui ne concerne pas toujours les centres spécialisés, mais aussi dans des polycliniques, et puis par la suite transféré dans les centres spécialisés. Comme vous le savez, la peau est caractérisée par ces 4 couches, l'épiderme, le derme et le derme, mais aussi on a les annexes et les différents éléments qui sont les follicules, les corpuscules sensitives, mais aussi les glandes sudoripares et les glandes sébacées. Alors, sur le plan physiologique, on sait très bien que la peau est essentielle, son rôle est déterminé dans la protection mécanique, mais aussi dans le maintien de l'hémototomie, thermie, et puis aussi dans la régularisation du métabolisme de manière générale, mais surtout un rôle très important dans l'immunité cellulaire. Sur la physiopathologie, nous avons la brûlure. D'abord, il faut dire que la brûlure est un élément local, mais qui a des conséquences générales très gravissimes. On a une phase hydroélectrolytique qui va apparaître dans les 48 heures et c'est à elle qui va être le premier facteur d'engagement du pronostic vital, et ceci par le choc hypovolémique. Ce sont 2 caractères et 2 phénomènes importants, c'est la fuite vasculaire d'eau, de sodium, mais aussi de protéines, et aussi de la libération des médiateurs de l'inflammation, avec 3 conséquences qui sont l'hypovolémie, l'œdème et bien sûr l'exsudat. Les conséquences à distance sont une longue période initiale de déséquilibre métabolique, mais aussi l'activation de la coagulation et la phase secondaire de réaction inflammatoire généralisée et une atteinte de la microcirculation rénale et bien sûr une phase tardive d'hypercatabolisme. Alors, comme vous le savez, les étiologies sont multiples en premier lieu et avec un pourcentage très élevé. Ce sont les brûlures thermiques qui sont ensuite soit un contact direct à un agent chaud, bien que ce soit liquide ou bien solide. On a aussi la gélure qui est une brûlure par le froid. Nous avons aussi les brûlures électriques qui sont dues à un contact avec une source électrique, soit par flash, soit ce sont des brûlures électriques et qui posent énormément de problèmes, que ce soit sur le plan général, mais aussi sur le plan local. Et bien sûr, nous avons les brûlures mixtes. Nous avons les brûlures chimiques par des produits, que ce soit des acides ou bien des bases. Et bien sûr, les brûlures par rayonnement ionisant. Alors, sur le plan lésionnel, d'abord, il est impératif de préciser dans l'interrogatoire l'état potentiel, bien sûr, l'existence d'un incendie au milieu, dans un milieu clos, chercher s'il y a une explosion pour des lésions de blast, et bien sûr, d'un accident avec le risque de polytraumatisme quand il y a éjection. Et bien sûr, l'examen clinique est objectif, il va évaluer la gravité, il va examiner avec un déshabillage complet, prudent, mais sans arrachement, et bien sûr, pour ne pas aussi
mobiliser un polytraumatisé potentiel et bien sûr veiller que les fonctions vitales nécessitent un traitement immédiat, bien sûr, par l'intervention de nos amis les réanimateurs. Alors, sur le plan clinique, un bilan doit comprendre d'abord le calcul de la surface corporelle brûlée, l'évaluation de la profondeur et bien sûr la recherche des lésions associées. Comme vous le savez, plusieurs règles peuvent nous donner donc le calcul donc de la surface corporelle brûlée. Nous avons la règle de Wallace qui est très connue, mais aussi le tableau de l'Adey-Brodeur. Mais si les personnes ne savent pas aussi calculer, la paume de la main égale 1% du pourcentage corporel, de la surface corporelle. Donc chez l'enfant, on a un tableau, c'est le L'Adey-Brodeur qui est un peu plus particulier en rapport avec l'évolution du volume de la région céphalique. Bien sûr, le diagnostic de profondeur doit prendre en considération la vasoconstriction précoce dans les premières heures. Bien sûr, quand il y a un refroidissement sur les lieux d'accident, elles peuvent donner des fausses impressions plus grandes que la profondeur et bien sûr avec un aspect qui passe au blanc et qui est dévascularisé. Deuxièmement, il faut parler de l'approfondissement progressif dans les premiers jours par défaut de perfusion et l'évolution des cellules agressées vers la nécrose. Et là, joue le rôle important de la réanimation dans les premières heures afin d'éviter cet approfondissement. Et bien sûr, l'accumulation d'étopiques, des pansements va se dessécher. Donc, on a des patients qui viennent aussi avec des produits qui sont appliqués, des produits naturels qui vont donner après un aspect de croûte qui nécessite un bloc opératoire pour pouvoir se débarrasser de cette croûte-là. Alors l'étude clinique, elle a été faite et elle se base sur ce qui a été c'est-à-dire recommandé par la Société française d'études et traitements des brûlés, en précisant le premier degré qui sont des atteintes purement épidermiques. Le deuxième qui va en deux parties, on a le superficiel qui est une destruction un tiers supérieur du derme, mais aussi une destruction et puis le profond, c'est les deux tiers profonds donc du derme. Et là, on est dans le deuxième profond. Et le troisième degré, on a une atteinte de la totalité des couches, voire aussi l'atteinte des structures sous-jacentes. Alors, pour parler de la clinique, il faut aussi associer les signes qui sont à chaque degré. Nous avons la douleur, par exemple, dans ce tableau, nous avons la douleur qui est quasi absente en cas du troisième degré, et pourtant elle est majeure dans le deuxième degré superficiel. Nous avons la souplesse aussi qui est normale dans le deuxième, et par contre au troisième degré, elle est cartonnée. Bien sûr, les flictins qui sont extensifs en deuxième degré superficiel et pratiquement absentes au niveau donc du troisième degré. Et bien sûr, tout ce tableau, il va résumer l'aspect de chaque degré c'est-à-dire pour préciser par la suite sur la fiche de traitement du patient et sur son dossier électronique ces données-là. Alors, le diagnostic des lésions associées doit être pris en considération en urgence, notamment l'inhalation de fumée et de gaz. Et bien sûr, elle doit être évoquée lorsqu'on a une brûlure de la face. Ce sont aussi des victimes qui sont suite à un incendie. Bien sûr, il ne faut pas penser à ce diagnostic-là lorsqu'on a une raucité de la voix, on a des toux et des crachats qui sont noirâtres. Et bien sûr, il faut prendre le temps aussi quand on a une brûlure de la face, mais aussi en cas d'absence de brûlure de la face, il ne faut pas oublier d'examiner les narines, les cils, parce que toute brûlure de cils va nous donner une idée sur l'intensité, c'est-à-dire l'intensité de cet accident. Et bien sûr, tout ce qui est absence si on n'a pas de lésion sur la face, ceci n'élimine pas de manière formelle l'inhalation de fumée. Alors les traumatismes associés, notamment quand il s'agit de troubles de conscience, on a rencontré ça et on rencontre ça souvent chez les polytraumatisés, mais surtout chez les électrisés lorsqu'il y a une éjection. Avec donc dans ces mesures-là, on a
l'hépatocrite ou bien l'hémoglobine qui monte des chiffres bas, alors qu'il a certains brûlés sans hémorragie qui présente, mais on a une hémoconcentration, donc il faut penser à ce traumatisme associé. Alors pour comment dirais-je, parler de manière générale sur la surface brûlée. Les conditions d'hospitalisation sont en général, ce sont les surfaces brûlées entre 10 à 20%, avec des brûlures du 2e degré profond ou bien 3e degré. Alors, la surface brûlée, quand elle est inférieure à 10, avec des critères de gravité qui sont d'abord que ce soit une gravité fonctionnelle telle que la position, c'est-à-dire la brûlure qui siège au niveau des mains, des pieds, la face, le périnée, les plis de flexion, des brûlures circulaires qui vont parfois et en grande partie aussi évoluer vers l'œdème et nécessitent des gestes d'urgence. Et bien sûr, chercher des gravités avec des lésions associées, que ce soit des inhalations, avec le terrain, bien sûr, quand il s'agit de sujets tarés, et aussi avec le mécanisme, que ce soit électrique ou bien chimique, et aussi l'âge. Donc l'âge, tous les âges extrêmes, que ce soit des sujets au-delà de 65 ans, 70 ans, et le petit âge, et bien sûr lorsqu'il y a un obstacle au traitement ambulatoire. Alors, la prise en charge initiale, bien sûr, elle va commencer dès l'arrivée des secours sur les lieux d'accident, et ça, c'est très important à le souligner. D'abord, ils vont interrompre l'action de l'agent brûlant et éloigner et protéger le patient, refroidir et conditionner les mains pour le transporter vers un milieu hospitalisé. Et donc, au sein de la structure hospitalière, les conditions doivent veiller donc à traiter à la fois les urgences vitales, mais aussi conditionner le patient c'est-à-dire pour un geste chirurgical aussi associé. Et bien sûr, on commence par des bonnes voies veineuses de bon calibre, voire des voies centrales, et puis scoper le malade, le surveiller. Tout ça va être détaillé dans la prochaine communication par le professeur Zelmat. La réanimation, elle est aussi un côté qui va être réservé au professeur Zelmat, que je ne vais pas détailler ici. Et bien sûr, nous, la déversion mécanique des lésions, la convection des portions, c'est l'objectif de la cicatrisation rigide du 2e degré, superficiel et profond. Et on doit l'obtenir dans les 3 semaines qui suivent l'agression thermique. Et bien sûr, les pansements se font au niveau donc du bloc opératoire sous anesthésie afin d'éviter toute douleur pour le patient. Il faut discuter tout ce qui est escarotomie, prophylaxie, incision de décharge, les aponevrotomies et aussi tout ce qui est greffe par la suite. Et bien sûr, tout ça doit être l'arsenal thérapeutique du chirurgien par la suite. Donc, nous avons la cicatrisation dirigée, elle se fait avec des pansements répétés, avec l'utilisation on a une variété de topiques pour obtenir cette cicatrisation. Alors là, vous avez des exemples de brûlures à la fois qui associent brûlure profonde 3e degré et du 2e degré. Nous avons ici le 3e degré et je vous signale ici que la nécrose, elle peut être noirâtre, mais aussi elle peut être blanchâtre. Donc, ce qui se confond généralement en grande partie par les gens que la nécrose est uniquement noirâtre. Alors, nous avons aussi les brûlures électriques avec des portes d'entrée, des dégâts très importants, avec une destruction initiale de la main dès la réception du patient, avec des lésions très importantes au niveau donc que ce soit les membres en particulier, parce que ce sont généralement c'est les portes d'entrée, que ce soit sur l'appui ou bien en tenant un câble par les mains. Nous avons aussi les brûlures électriques avec des défects au niveau de la région crânienne, généralement chez les maçons en grande partie particulier. Et nous avons ici
des brûlures électriques au niveau donc de la bouche et qui est l'apanage des enfants au bas âge de découverte du milieu de découverte qui se passe à la maison. Alors pour les brûlures chimiques, nous avons énormément de brûlures par essence, mais aussi des brûlures par le goudron. Alors les brûlures au niveau de la face, d'emblée des fois, elles sont catastrophiques avec un défect important. Les brûlures électriques, elles peuvent aussi engendrer des lésions de la face, mais aussi des lésions au niveau des régions oculaires. Et quels sont les gestes? Nos gestes sont d'abord conditionner le malade, faire le patient. Quand il s'agit d'indication des incisions de décharge ou bien des sclerotomies, ce sont des incisions qui se fassent soit sur les membres inférieurs, notamment sur les membres en circulaire qui développent un syndrome de Loge, donc des incisions au niveau de la main, du bras, au niveau du cou, pour décompresser cette zone. Nous avons aussi des incisions sur des patients cartonnés directement, dans la peau écartonnée. Les incisions de décharge, elles sont généralement destinées en cas de brûlure circulaire avec œdème et signes de Loge, mais aussi on a l'aponevrotomie où on incise carrément la peau, mais aussi l'aponevrose. Et vous voyez ici la différence entre un muscle qui est ischémie avec un muscle qui est évitable. Donc vous voyez les dégâts importants de la brûlure électrique. Nous avons ici, vous voyez aussi l'indication des amputations, notamment en brûlure électrique, quand il y a un membre qui est momifié, qui est nécrosé totalement, aucune vitalité pour ces membres-là. Malheureusement, ça touche les jeunes. Alors, nous avons aussi comme geste aussi, ce sont des nécrectomies répétées, itératives au bloc opératoire, jusqu'à l'obtention d'un terrain propre et propice à une greffe cutanée. Donc, nous avons ici des modèles, enfin des différentes greffes, soit pleines, soit amplifiées, sur les zones d'incision ou bien carrément sur les paires de substances déjà préparées. Et nous avons ici un exemple de brûlure par contact chez une patiente épileptique chez lesquelles nous avons fait une greffe cutanée, bien sûr paupières inférieures, paupières avec des yeux, en respectant les sujets unitaires avec un résultat qui comparablement un résultat très acceptable avec par la suite des retouches au niveau des brides qui sont ici en région labiale. Alors, nous avons ici aussi des greffes cutanées pleines. Alors, nous faisons aussi des gestes de reconstruction lorsqu'il y a des éléments nobles exposés, notamment ici un patient avec une entrée au niveau du cuir chevelu, brûlure électrique, chez lequel nous avons fait un double lambeau de rotation et une cicatrisation avec une poussée normale des cheveux. Vous avez d'autres exemples ici de brûlures électriques avec lesquelles nous avons fait des lambeaux répétés de rotation et qui nous a permis de couvrir la totalité de la perte de substance. Donc les cas spécifiques, nous savons très très bien que les brûlures de la main nécessitent une attention particulière. Les brûlures chimiques aussi nécessitent une cicatrisation dirigée avec des topiques qui sont neutres et qui demandent un centre spécialisé. Les brûlures électriques, comme vous avez vu déjà dans la présentation, que ce sont des brûlures qui nécessitent une prise en charge très particulière. On a de différents traitements qui se font pour ce type de brûlure. Et bien sûr, il faut dire que la prise en charge demeure toujours une prise en charge multidisciplinaire. C'est une urgence. Elle doit être rapide avec un but de traitement et de limiter l'aggravation. La cicatrisation, c'est le but de notre prise en charge et bien sûr nécessite un protocole de pansement et de chirurgie bien particulière, bien sûr des avis des spécialisés, mais tout ceci se fait en premier lieu avec la collaboration des réanimateurs pour un conditionnement et une préservation et une amélioration du pronostic vital. Et je vous remercie. Maintenant, je vais donner directement à Madame Hanan la parole au professeur Zalmat pour enchaîner avec, puis cette formation est destinée aux AMAR, à enchaîner directement à l'anesthésie chez les brûlés, mais aussi chez les toxicomanes. Madame Hanan.
Oui. Oui. On peut continuer, Oui, madame. professeur. Madame Hanan, on peut continuer avec la communication du professeur Zalmat sur l'anesthésie en cas chez les brûlés et le toxicomane. Oui, professeur. Ah, c'est bon. Il n'y a pas de questions. On a consulté, il n'y a pas de questions pour les deux précédentes communications. Donc, je laisse la parole au professeur Zalmat. Oui. Est-ce que c'est clair pour les participants? Très bien. Vous pouvez continuer, professeur Zalmat. D'accord, merci. Donc, alors, mes chers Amars, vous m'entendez? Alors, Madame Hanan, je peux commencer? Madame Hanan? Madame Hanan, je peux commencer, c'est bon? Oui. Oui. Alors, je vais continuer la conférence sur l'anesthésie-réanimation chez le brûlé. Cette conférence a été déjà initiée par le professeur Barrahel, chef de service de chirurgie plastique. Et on va parler du point de vue anesthésie-réanimation, puisqu'on est en formation continue avec les Amars. Alors, sans trop tarder, je commence par l'anesthésie-réanimation chez le brûlé. Donc, on va parler d'une petite introduction. On va évaluer initialement en réanimation un brûlé, prise en charge d'un brûlé, la surveillance en réanimation, la prévention et traitement des complications et rôle de l'équipe d'anesthésie-réa, y compris les Amars, dans la prise en charge des brûlés. Alors, sans trop tarder, je commence par définir le patient brûlé en réanimation ou bien en anesthésie-réanimation. C'est un patient à haut risque, exposé à une instabilité hémodynamique, respiratoire, métabolique. La prise en charge en anesthésie-réanimation, puisque le patient est grave s'il est admis en réa, donc la prise en charge, un taux de mortalité qui est élevé. Donc le but de la prise en charge de vous les Amars, de moi les réanimateurs et de nos confrères les chirurgiens est de sauver ce patient, de sauver la vie de ce patient, de prévenir les complications aiguës,
C'est des patients exigeants. Il faut optimiser les conditions pour une chirurgie, une bonne chirurgie de cicatrisation. Donc, on a plusieurs volets et plusieurs objectifs. Objectif vital, objectif fonctionnel, objectif social et psychologique. Donc, il faut une prise en charge multidisciplinaire, comme elle a bien présenté tout à l'heure le professeur Brahel. Alors, l'évaluation initiale en réanimation, d'abord, il faut apprécier la gravité. Donc, le pourcentage de la surface corporelle a été déjà cité par la règle de Pallas, la profondeur des brûlures, la localisation, il faut chercher les amarres, la localisation critique, la localisation qui peut engager le pronostic vital, c'est le visage, les voies aériennes et le périnée. Rechercher pour nous, anesthésie réelle, le terrain défavorable, c'est l'âge, plus de 70 ans, et la comorbidité associée. Plus il y a une comorbidité, plus le pronostic n'est pas bon. Alors, toute brûlure, plus de 20% chez l'adulte, est une indication d'hospitalisation en réa. Plus de 10% chez l'enfant est une indication d'hospitalisation en réa. Les brûlures atteignant le visage, les voies aériennes, le périnée, indication d'hospitalisation en réa. Les brûlures chimiques et les brûlures électriques. On va voir après pourquoi. Alors, après avoir apprécié la gravité, on va faire une prise en charge anesthésie réa. D'abord, on cherche, nous les réanimateurs, une détresse vitale. Ensuite, on va passer au pronostic fonctionnel. Pour les détresses vitales, d'abord, on commence toujours par les airways, les voies aériennes supérieures. Il faut dégager les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire éviter tout risque d'hypoxie. C'est la hantise du réanimateur. L'hypoxie, elle est mortelle. Donc, recherchez la prise en charge des voies aériennes supérieures. Quels sont les signes évocateurs d'un risque d'inhalation? Les brûlures du visage et du cou, les stridors et l'engouement, les brûlures quand elles s'intéressent à la bouche et les narines. Tout ou dyspnée inhabituelle doit faire penser à un risque inhalatoire. La conduite à tenir dans ce cas, c'est une intubation orotrachéale précoce. Si suspicion de difficulté d'intubation fréquente, souvent il y a de l'œdème, donc utiliser un vidéo-laryngoscope. L'intubation doit être en séquence rapide. C'est un estomac plein, donc vous connaissez tous les amarres, que c'est une indication à séquence rapide, crèche induction et manœuvre de Selig. Je pense que c'est bon. Alors, il y en a qui n'intubent pas en cas d'œdème. On peut préconiser, la théorie parle de ça, mais on parle d'une intubation systématique devant tout œdème du visage. Nous, on privilégiait que l'intubation soit au bloc opératoire, et l'idéal qu'elle soit au bloc opératoire pour avoir un maximum de sécurité pour le patient. Donc, ne jamais attendre l'aggravation de l'œdème, l'impératif numéro 1. Donc, il y a le risque d'œdème, risque d'inhalation. Il faut intuber le patient. Risque d'œdème et risque de ne jamais attendre l'aggravation de l'œdème. Ensuite, toujours dans la prise en charge du brûlé sur le plan respiratoire, le breathing, il faut assurer une oxygénation à haut débit. Une ventilation mécanique si détresse respiratoire, inhalation de fumée et SDRA. L'objectif, c'est quoi? C'est une saturation de plus de 94%. La gazométrie, d'où l'importance de la faire, elle doit être régulière, avec un taux de pH qui est régulier, qui est de 7,38 plus ou moins 0,2. Les bicarbonates qui doivent être normaux, de 22 à 25 mmol par litre. Aussi, on doit avoir ni situation d'acidose, ni situation d'alcalose. Donc, gazométrie normale chez notre patient. Le but numéro 2. Le but numéro 3 dans la prise en charge respiratoire, c'est la prévention des barotraumatismes. Je m'explique, quand on ventile ce patient-là, on évite la ventilation avec un ballonnet à haute pression parce que le risque de l'éclatement, et c'est pas bon pour notre patient. Donc, aller de l'oxygénothérapie jusqu'à l'intubation.
avec une corticothérapie adaptée en fonction du patient. Cela pour la prise en charge respiratoire, le breathing, qui est la première ligne de prise en charge de notre patient. La deuxième détresse, c'est la prise en charge hémodynamique, qu'on appelle circulatoire. Comment on connaît cette prise en charge? Une tachycardie, qui est début de l'état de compensation du système sympathique suite à l'hypovolémie, une tachycardie. Ça peut aller vers une tachycardie et une hypotension, avec une division de la PAM en fonction de l'âge. Et ça peut être vers un état de choc apparent, avec angoisse, sueur, agitation et autres. Donc, le choc de brûlé, il faut savoir qu'il est en situation d'hypovolémie relative, par fuite des capillaires. Alors, les premières heures, il faut commencer à remplir notre patient qui est en hypovolémie. Donc, le remplissage, c'est la première ligne de traitement. Après avoir une bonne respiration, c'est-à-dire établir l'état ventilatoire, on passe à l'état hémodynamique, qui est d'abord d'avoir comme objectif numéro 1, une volémie correcte par un remplissage adéquat. Ensuite, on va faire, et pour avoir un remplissage bien sûr, il faut qu'il y ait une bonne voie veineuse. 2 voies veineuses de bon calibre, les veines sont collabées s'il est en état de choc. Les veines sont collabées, parfois on ne trouve pas de veines. Donc essayez, et je pense que c'est le rôle des amarres de trouver la voie. D'ailleurs, ils sont toujours utiles pour ça dans notre centre, dans notre établissement, que je remercie. Alors, 2 voies veineuses de bon calibre, une voie veineuse centrale si nécessaire, et quand c'est grave, elle devient obligatoire. Un cathéter artériel pour un monitorage invasif. Et là, je vais dire, chaque cas est un cas. Quand c'est très grave, il devient impératif pour mesurer la pression artérielle invasive et le débit cardiaque, et cela se fait au bloc opératoire. Cela pour assurer l'état hémodynamique stable. Je vais quand même, puisqu'on est avec les amarres, je vais quand même insister sur la formule qu'on utilise pour le remplissage. Et comme ça, ça va être un protocole que j'espère qu'il soit généralisé pour toute l'Algérie, pour tout le territoire national. Écoutez bien, mes chers amarres, au national, le remplissage doit suivre une formule bien particulière parce que malheureusement, on reçoit parfois une prise en charge tardive qui retentit sur le pronostic du patient. Parfois, on a des évacuations des petits patelins où le remplissage ne se fait pas. On a beaucoup, oui, et que c'est confirmé avec ma consoeur, la chirurgienne, professeur Rahel. Donc, je pense que tout le monde est au courant de ça. Donc, j'aimerais bien lancer cet appel que le brûlé, c'est une hypovolémie. Vous ne voyez pas que la brûlure, c'est un état interstitiel, c'est l'altération de la perméabilité, c'est un état inflammatoire qui provoque une altération de la perméabilité, d'où une hypovolémie. Alors, cette hypovolémie, il faut bien remplir et dès le début, et je répète, la rapidité de la prise en charge conditionne le pronostic de ce patient. Très bien. Le remplissage doit subir la formule de Parkland. Essayez de l'utiliser, elle nous a donné de bons résultats. Donc, cette formule, elle est de 4 cc, elle est bien décrite. 4 cc fois le poids, fois le pourcentage de la surface brûlée. La moitié sur les 8 premières heures et l'autre moitié sur les 16 heures suivantes. Donc, vous voyez que la moitié dans les 8 premières heures, ça veut dire qu'il faut remplir dès le début. Il faut éviter la tachycardie et l'hypotension. Il faut éviter le choc hypovolémique qui apparaît tardivement. Et nous, quand on reçoit parfois, mais pas souvent, quand on reçoit un patient en état de choc hypovolémique, il est généralement en défense multiviscérale. Pour nous, c'est trop tard. On essaie, on a beau à faire, on a beau à remplir tardivement, mais le résultat n'est pas bon. Donc, essayez de remplir ce patient précocement. C'est bon. L'objectif de votre PAM dans le premier remplissage, c'est avoir une PAM plus de 65 mm/Hg, une DRS correcte, parce que s'il y a une hypovolémie, ça va retentir sur une diminution du débit de sanguin rénal. Et s'il y a une diminution du débit sanguin rénal, ça va entraîner une oligurie. Donc l'oligurie, si ça persiste, ça va entraîner une insuffisance rénale. Cette insuffisance rénale, il faut la surveiller avant, parce que elle va entraîner une insuffisance rénale fonctionnelle qui va être organique.
et le patient doit ensuite être dialysé si c'est tardivement. Vous voyez que c'est trop important le remplissage. Donc, suivez la formule de Parkland, qui est de 4 cc fois le poids, fois le pourcentage de surface brûlée, moitié 8 heures, moitié 24 heures, et transférez-le. Mais ayez l'obligation de le remplir. Nos objectifs, c'est clair, c'est la DURS, c'est la PAN. PAN plus de 65, DURS plus de 0,5 cc par kilo par heure. Sonder le malade, monitorer le patient systématiquement et faire une gazométrie pour voir le pH de ce patient, parce qu'on est normalement, le pH normal, il est de 7,38, comme je l'ai déjà dit, il faut qu'il soit un pH normal, parce que je vais vous dire que s'il est en acidose, surtout lactique, les lactates sont élevés ou basses, cette acidose diminue l'effet des catécholamines sur l'organisme. Il empêche l'effet de l'acidose, bien sûr, empêche l'effet des catécholamines sur l'organisme. Si le patient vient en hypotension chez nous, tardivement rempli, on utilise les amines, la noradrine, l'éphédrine, tout, il ne va pas répondre ce patient parce qu'il est en acidose, complication d'un remplissage tardif. Voilà, tout ça pour vous dire que le remplissage est très très important selon cette formule et essayons de protocoliser tout le territoire national avec ce protocole. Il y a plusieurs protocoles, mais celui-là, il a montré son effet chez nous. D'ailleurs, on a de bons résultats pour les brûlés. Alors, donc, bien sûr, si on utilise ça, on n'aura pas un surremplissage qui peut entraîner un risque de syndrome de compartiment abdominal. Et c'est le sujet vieux ou bien chez la femme, chez la cardiopathe, il peut entraîner un OAP. Donc, essayez d'être normal. Pas trop remplir et ne pas sous-doser et sur-remplir. Être en moyenne avec cette formule, elle a donné ses résultats. Voilà. Cela pour le remplissage vasculaire. Je passe ensuite, suite à la détresse. J'ai parlé d'une détresse respiratoire qu'on doit. L'hypoxie, elle est mortelle. Je parle du remplissage maintenant. Donc, l'hypoxie allant de l'oxygénation jusqu'à l'intubation, donner des corticoïdes s'il y a de l'œdème, pour diminuer l'œdème. Le protocole de notre service est de 5 jours d'œdème. À raison, par exemple, on utilise, sans rentrer dans les détails, j'utilise la corticothérapie à forte dose pour diminuer l'œdème pendant 5 jours. Faites ça avant de le transférer. Une dose d'induction, une dose de charge de cortico et transférez-le. Et le remplissage en deuxième lieu, et j'ai bien expliqué pourquoi, on passe à la détresse neurologique, qui est une grande détresse. Parfois oui, parfois non, il y a le patient. Cette détresse neurologique, elle peut aller examiner votre patient, voyez l'état de conscience. Si c'est bon, c'est bon. Donc, il n'y a pas de détresse neurologique. Si le patient est comateux ou convulsion, donc on traite symptomatiquement et chaque cas est un cas. Alors, passons ensuite à l'analgésie et la sédation. Le traitement, après avoir pallié les grandes détresses respiratoires, vasculaires, respiratoires, neurologiques respiratoire, hémodynamique et neurologique, on passe à autre palier qui est la douleur. La douleur, vous savez que la douleur chez le brûlé, elle est intense, elle est prolongée, elle est multifactorielle, elle nécessite une prise en charge, une analgésie puissante et continue. Il y a plusieurs protocoles utilisés dans le pays. Je vais vous parler, et chacun a son protocole. Je vais vous parler des moyens utilisés au niveau de notre établissement. C'est les morphiniques en IV, la fentanyl en périopératoire et la morphine. Bon, la fentanyl, ça se donne en patch en préopératoire et ça reste 72 heures. Il y a des patchs de 25, 50 à 75 sans entrer dans les détails, mais il y a l'analgésie par les morphiniques, il y a l'analgésie par kétamine qui est la molécule miracle du brûlé, et j'insiste sur la molécule miracle parce qu'elle est utilisée en per et en post-opératoire. Donc ça donne une analgésie de surface et ça augmente le système sympathique, elle est sympathomimétique, donc elle élève la tension artérielle, donc elle est bien pour ce patient qui est choqué. Donc, et puis, on peut utiliser le paracétamol, le perfalgan, en IV, en association. Ça s'appelle une analgésie multimodale. D'accord? Alors, ensuite, après avoir pensé à l'analgésie, parce qu'on n'a pas le droit de laisser un patient souffrir. Donc, utiliser une bonne sédation et une bonne analgésie et surveiller l'efficacité de l'analgésie par des échelles qui sont connues.
Il y a l'échelle visuelle somesthésique, il y a plusieurs échelles. Donc, le VA, elle est la plus utilisée chez nous. Donc, je ne sais pas le protocole. J'aimerais bien qu'il soit uni, nos protocoles soient unis. Alors, après avoir analgésié mon patient, je pense à le sédater ou non. Chaque cas est un cas. Il y a des gens qui supportent, il y a des gens qui sont bien, qui supportent cette douleur, qui supportent cet état de choc émotionnel, et il y a des gens qui ne supportent pas. Pour cela, on utilise une sédation, et je dis bien, chaque cas est un cas. On peut utiliser une sédation au bloc opératoire par le diprivant, le propofol qui est connu. On peut utiliser le midazolam, donc cela est en fonction de l'état du patient, et j'insiste sur l'état hémodynamique du patient, et on adapte les soins et les pansements au bloc opératoire par une bonne sédation ou bien anesthésie. Ça peut aller ou à l'hypnovel, kétamine, diprivant et autres, en fonction des cas. Mais l'idéal, c'est d'utiliser les drogues qui n'entraînent pas une vasodilatation intense. Parce que notre patient, on sait très bien qu'il est en hypovolémie. C'est bon jusque-là. Alors, pour la prise en charge anesthésique au bloc opératoire, on en a déjà expliqué tout à l'heure, le changement de pansement, elle a été déjà expliqué. Donc, je parle de la particularité pour les AMAR, pour vous les AMAR. Il faut savoir que votre patient est en état d'hypovolémie persistante. L'intubation peut être difficile, l'altération de la pharmacocinétique des drogues et risque infectieux élevé. Pour cela, le choix anesthésique, l'anesthésie générale, elle est le plus souvent indiquée au masque pour sédater le patient et pour sédater notre patient et pour être à l'aise, en sécurité pour les voies aériennes supérieures. D'accord? Alors, je tenais à dire que le risque infectieux est élevé, mais cela n'indique pas une antibiothérapie systématique au début. Cela indique une antibiothérapie en fonction des pics, lorsque la phase aiguë disparaît, en fonction des pics et en fonction de l'état infectieux, des globules blancs, des pics fébriles et en fonction des CRP. Donc, l'indication de l'antibiothérapie ne doit pas être systématique parce qu'on a reçu des patients qui sont trithérapie dès le J1 de brûlure. On a reçu des transferts, ensuite on aura recours à des germes multirésistants et on trouve face à un choc septique où on n'a pas d'antibiotiques pour faire face à cette brûlure. Donc l'idéal, le deuxième message, ne donnez pas l'antibiotique systématique, d'accord? Parce que, voilà, j'ai expliqué pourquoi. On passe. Alors, quand on parle du choix de la technique anesthésique, on a parlé de l'anesthésie générale, éviter le bloc pour le patient brûlé en situation d'hypovolémie, en situation d'état de choc. Donc, on a donné le choix des drogues anesthésiques. Quant à la curarisation, doit être prudente. Il faut l'éviter au masque, bien sûr. Et si on intube le patient, on contre-indique la succinylocoline après J3. Préférence, on utilise les curare non dépolarisants. Nous, qu'est-ce qu'on utilise? L'Esméran est le plus utilisé en nous. Vous pouvez utiliser le Norcurant, le Pavillon, c'est comme vous voulez, mais il faut insister parce que l'Espérant, s'il est indiqué en cas d'estomac plein, le brûlure, c'est une urgence, c'est un estomac plein, et il est indiqué pour les situations de courte durée, changement de pansement ou bien, il est le mieux indiqué. Vous avez le droit de choisir le curare qui vous correspond, mais théoriquement, c'est ça. Alors, la surveillance, après avoir le bloc, le patient est sorti du bloc, là on insiste sur l'analgésie, personne n'a le droit de souffrir, donc la surveillance en réa doit être continue. La surveillance se fait par un scope, bien sûr, monitorer systématiquement, une tension artérielle invasive, la durée horaire, la gazométrie journalière et le bilan hydrique strict calculé entrée sortie et voir notre patient où est-ce qu'il est. Quant à la surveillance biologique biquotidienne, alors l'ionogramme, parce que là le risque d'hyponatrémie, risque d'hypokaliémie, et c'est le cas de tous les brûlés. La fonction rénale, j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi, le taux de lactate et tout ce qui en découle. Alors, pour
les complications et le traitement des complications qu'il faut éviter au cours de son séjour en réa, parce que c'est des séjours longs, c'est des patients complexes, c'est un état général qui est compliqué. Donc, on insiste sur 5 impératifs. Après les 3 détresses, qu'on en a déjà parlé, on insiste sur les impératifs. Après, c'est les complications fréquentes chez le brûlé. Alors, la première complication la plus redoutable, et la plus dangereuse, le risque vital important, c'est le sepsis. La deuxième complication, c'est la SDRA, l'insuffisance rénale, les troubles métaboliques et l'hypercatabolisme. On voit tout ça tous les jours avec nos brûlés. Ça, c'est décrit dans la théorie et dans la pratique. Donc, le sepsis, c'est normal, il n'y a pas de fou, il y a des germes, c'est normal. Donc, pour cela, on ajuste l'antibiothérapie en fonction de l'ECB. D'abord, en fonction de l'écologie du service, si l'état infectieux se manifeste correctement, se manifeste pleinement. Et ensuite, on passe à l'antibiothérapie ciblée en fonction de l'antibiogramme. Donc, la SDRA, il y a un risque de SDRA par réaction inflammatoire suite à la brûlologie. Suite à la brûlure, déjà c'est une réaction inflammatoire, donc on redoute ce problème. Et d'ailleurs, quand on trouve la SDRA, c'est un signe de mauvais pronostic. Elle est calculée par la gazométrie, le rapport PaO2 supérieur de 100, donc on est dans la SDRA. Il faut faire très attention, il faut intuber le patient et d'autres positions, faire la position ventrale et limiter les apports et voir le retentissement de la ventilation sur le patient. Ensuite, on a l'insuffisance rénale aiguë qu'il faut la redouter par l'éviter par un bon remplissage. S'il n'y a pas de résultat avec le bon remplissage et le patient est normovolémie, on donne le Lasix, un diurétique. Si ça ne donne pas de résultat, on laisse le temps d'agir pour le traitement, on passe à la dialyse. Et ça a été le cas. Donc, quant aux troubles métaboliques, l'hyponatrémie, l'hypokaliémie, ça se corrige avec un déficit. C'est une étude, c'est un autre cours qu'on pourra le faire un autre jour. C'est une autre conférence très très vaste qu'on pourra la faire. Et bien sûr, savoir que c'est une situation d'hypercatabolisme. Il faut assurer une bonne alimentation. La dénutrition, elle est grave chez le brûlé. Donc, il faut assurer une bonne alimentation. Il faut toujours privilégier l'oral, ensuite l'entéral, ensuite la parentérale. Jamais agir en invasif. Donc, oral, entéral, ensuite parentéral. Passer comme ça. S'il ne répond pas à l'oral, il n'arrive pas à manger, la dévomissement, on passe à l'entéral. S'il a son nasogastrique, il la refuse, agité et tout, on passe à la parentérale. Et il y a plusieurs, sans rentrer dans les détails, il y a plusieurs aliments pour la voie parentérale. Alors, toujours, j'insiste sur les 5 complications. Il y a le risque d'hypercoagulabilité que je devais insister. Donc, l'hypercoagulabilité, c'est un terrain très emboligène. La brûlologie, la brûlure, c'est un terrain très emboligène. Anticoaguler le patient en dose préventive à partir de 24 heures d'hospitalisation. J2, à partir de 48 heures après la brûlure, anticoaguler le patient. Donc, les mesures, donc antibiothérapie ciblée si infection, la nutrition entérale précoce, moins de 24 heures, donc j'ai dit orale si ça ne marche pas, entérale si ça ne marche pas, mais il faut qu'elle soit précoce. Prévention des accidents thromboemboliques et les soins cutanés rigoureux. Bien sûr, le changement de pansement se fait au bloc opératoire avec une bonne sédation et une bonne analgésie. Et voilà. Alors, rôle de l'équipe d'anesthésie réa, c'est la stabilité. Vous devez savoir, les amarres, que la stabilisation vitale, c'est notre rôle. Gestion des voies aériennes supérieures, c'est notre rôle. L'optimisation hémodynamique, c'est notre rôle. L'analgésie et la sédation adaptée, c'est notre rôle. L'accompagnement des actes chirurgicaux faits par le chirurgien, c'est notre rôle. Donc, il faut qu'il y ait pour la bonne prise en charge une équipe pluridisciplinaire. C'est un travail de collaboration, je l'ai déjà dit et je le redis, une collaboration multidisciplinaire entre chirurgiens, réanimateurs, amarres, techniciens, kinésithérapeutes, psychologues, nutritionnistes pour avoir un bon résultat de notre
brûlé. On a eu des résultats dans notre établissement à cause de cette entente, à cause d'un protocole qui est uniforme, à cause d'une prise en charge appropriée, correcte, protocole adapté. Voilà. Alors, pour conclure, la prise en charge anesthésiée du patient brûlé doit être précoce, doit être continue, c'est-à-dire vous commencez, envoyer, on continue, mais elle doit être continue. On ne prend pas initialement, on laisse le patient. Doit être continue. Elle est complexe, elle nécessite les prises en charge de tous les actes de la brûlure, de tous les actes de médecine, chirurgie, réa, AMAR, tout. Et le pronostic vital est mis en jeu à n'importe quel temps de l'évolution du patient. Donc, cette prise en charge qui est précoce, qui est continue, qui est complexe, qui est vitale, conditionne le pronostic vital, fonctionnel, esthétique du patient. Alors, je vous remercie pour cette pour cette deuxième conférence. Madame Hanan? C'est la première. Je ne trouve toxicomanie. عيطوا تبغوا تشربوا؟ الله يخليك عيطي له للمسيو؟ ايه الله يخليك لما كنت نهضر ما كنتش شي زعما ما سمعونيش نشوفوا لي كومونتير. Oui, professeur. Madame Hanan. Oui. J'enchaîne la quatrième conférence ou C'est la dernière conférence. Non, il reste une conférence sur la toxicomanie. D'accord. On peut la des questions. Alors il y a deux questions. Alors, il nous demande, wesh, il y a la surface corporelle. De la mare devant un brûlé. Alors, seulement. ما تدخلوش العب. Oui, Madame Hanan. Oui, professeur. Alors, on a deux questions. On a la surface brûlée corporelle. C'est la surface cutanée brûlée qu'on doit calculer. Il y a plusieurs méthodes de calcul. Il y a plusieurs tableaux sur lesquels et la plus utilisée, mais chez l'enfant, il y a le tableau de Landbruder qui est bien connu. On calcule le segment, la région cervicale, la région faciale, les membres, tout ça, c'est en rapport avec l'âge de l'enfant. Et chez l'adulte, généralement, c'est la règle de Wallace qui est utilisée dans pratiquement 80% des cas. Et quand il n'y a pas connaissance sur la méthode de calcul, on prend la paume de la main qui représente 1% de la surface corporelle et on calcule si c'est 2 fois, 3 fois et à partir de ce moment-là, on dira combien de surface cutanée qui est brûlée. Alors la deuxième question, quel est le premier geste de l'amarre devant un brûlé? Alors je vais répondre à la question de... Vous nous entendez? Oui, professeur. Vous entendez? Est-ce que vous entendez pour répondre à la deuxième question? Oui, on vous entend. Alors, je vais répondre. Quel est le premier geste de l'amarre devant un brûlé? Alors, le premier geste, bien sûr, même s'il n'y a pas de réanimateur, je l'ai déjà dit, c'est les détresses vitales. Détresse respiratoire, détresse hémodynamique et détresse circulatoire. La détresse vitale, c'est oxygéner le patient, position à demi assise, monitorer le patient et voir son état hémodynamique. Si c'est une hypotension, on calcule la règle des Wallace, on commence à remplir et on appelle le réanimateur, tout simplement. Donc, oxygénez, remplissez,
monitorer et appeler. D'accord? Et puis surveiller, restez à côté. Calmez la douleur si vous pouvez par du perfalgan et appelez. D'accord? Cela pour la question, je pense que c'est clair. Alors, la voie veineuse périphérique gros calibre. Oui, j'ai parlé de deux voies périphériques de bon calibre. Bien sûr, la radiale. La radiale, elle est bien indiquée. Au niveau, on utilise un G27, c'est bien indiqué. De voie veineuse de bon calibre, c'est comme utilisé pour le bloc opératoire. On n'accepte pas une voie veineuse de petit calibre. C'est comme si on veut endormir un adulte. On n'accepte pas la petite voie, le petit calibre de la voie veineuse. Voyez l'indication, on va remplir. Il faut remplir le patient, il ne faut pas le laisser en hypovolémie. Donc j'ai besoin d'une voie veineuse de bon calibre, deux voies veineuses, comme si on est en état de choc. Souvent, les amarres ont vu un état de choc. Comment on fait face à un état de choc? On a recours à la voie veineuse centrale ou bien deux voies veineuses de bon calibre et une voie veineuse centrale. Donc c'est ça le gros calibre que je veux. Bon, oui, merci. Il n'y a pas une autre question? Le premier geste, c'est la voie, oui, celle de Gdeil, c'est toujours le réanimateur, il est face, l'amarre, le réanimateur face à une détresse vitale. La détresse vitale ne pardonne pas. La rapidité de la prise en charge conditionne le pronostic. Détresse respiratoire, premièrement, deuxièmement, hémodynamique et troisièmement, neurologique. Et ensuite, on passe à la douleur. Je pense que le message est... Pourquoi nous ne pouvons pas utiliser? Parce que le succinylcholine est utilisé en cas d'estomac plein. Elle n'est pas utilisée en cas d'estomac plein. Il faut l'éviter. C'est une urgence. Donner les drogues et les curares pour l'induction à séquence rapide estomac plein. C'est le cours de l'urgence, estomac plein. La brûlologie, le patient brûlé, c'est une urgence. Donc on donne le curare non dépolarisant pour estomac plein. Généralement, on préfère l'esméro. Vous avez compris la réponse? Et puis, il n'y a pas de succinylcholine. Depuis toute ma carrière, je n'ai jamais vu de succinylcholine, moi. Une autre question? Madame Hanan. Madame Hanan? Oui, professeur. On va continuer avec les questions. Alors, c'est toujours la même question, mais on ajoute pourquoi après 3 jours. J'ai pas compris la question. Pourquoi après 3 jours de... Pourquoi après 3 jours? Parce qu'il y a des modifications de la pharmacocinétique. Ça rentre dans la plaque motrice. Il y a des modifications chez le brûlé qui n'autorisent pas d'utiliser la succinylcholine. D'accord? Immédiatement, oui. C'est faisable après 3 jours. Très bien. On continue? On continue par l'autre conférence? Madame Hanan. Oui, professeur. Oui, professeur. D'accord, d'accord. Merci. Merci. On enchaîne avec la dernière conférence, professeur Zalma, la toxicomanie et l'anesthésie. Brûlé, toxicomanie, donc... Voilà, la mère, normalement avec une mère. Ah, ça. لا بمشي أنا كسبة toxicomanie. Retour. Si vous dites retour, est-ce que je suis dans la problématique, zit? Gestion de la douleur, zit? Conclusion. Donc, allez, merci. Texta. Alors, on va passer à un chapitre qui est très pertinent, qui est très important, qu'on a découvert en brûlologie, que c'est une problématique
et je veux la gérer avec vous dans cette formation continue, c'est la gestion de la douleur chez le toxicomane brûlé. Généralement, c'est des toxicomanes qui sont en état d'agitation, qui ne supportent pas la brûlure. Donc, mon plan de la question, c'est la problématique, principes fondamentaux, comment évaluer la douleur, la stratégie antalgique, la douleur liée aux soins, et on va conclure. Alors, la problématique, le patient brûlé, et c'est pratiquement 70% de nos jeunes sont des toxicomanes. Donc, le patient brûlé toxicomane cumule la douleur intense, brûlure plus les soins répétés, tolérance élevée aux antalgiques parce que ces récepteurs sont saturés avec les drogues qu'il utilise, un risque de sevrage aigu et une hyperalgésie induite par les opioïdes. Je vous explique, le toxicomane, il a l'habitude de drogue. Ces drogues font l'effet des drogues anesthésiques, bien sûr. Ils se fixent sur les récepteurs pour assurer une certaine sédation. Donc, au cours de la brûlologie, le patient sent la douleur en hyperalgésie. Il est en hyperalgésie parce que ses récepteurs sont saturés. Donc, les récepteurs de la douleur passent facilement. Donc, il sent la douleur réelle. Elle est réelle et elle est importante. Il est face à cette douleur pour la brûlure et au bloc opératoire, bien sûr, pour les soins répétés, c'est plus douloureux. Et ensuite, et en plus, il est en sevrage. C'est-à-dire, on a arrêté ces drogues qu'il prend, on lui donne d'autres drogues qui n'ont pas la même pharmacocinétique. C'est ça sa problématique. Donc, il souffre plus par rapport à un sujet normal. Donc, qu'est-ce qu'il y a, le risque qu'il exige chez le toxicomane? Il y a un risque majeur de sous-analgésie si prise en charge inadaptée. C'est-à-dire si on lui donne une dose normale qui peut analgésier un patient non toxicomane, ça va être en sous-analgésie. Pourquoi? Je l'ai déjà dit, parce que les récepteurs les récepteurs qui ont l'habitude de se fixer sur la molécule de drogue qu'il apprenait sont saturés par la drogue initiale. C'est pour ça on risque de sous-dosage. Maintenant, la hantise, c'est quoi? C'est donner un surdosage et à quelle complication il aura? Quelle est la complication qu'il aura, ce patient, après une dose plus accentuée que le sujet normal? Alors, les principes fondamentaux je vais répondre à cette question après. La douleur, elle est réelle chez le toxicomane. Elle est prioritaire. Il ne faut jamais confondre dépendance et recherche de drogue. Il y a des gens qui sont dépendants, il y a des gens qui cherchent la drogue juste pour avoir un temps de sédation. Il faut adapter les doses et souvent les élever par rapport à un sujet normal. Il faut prévenir le sevrage de cette toxicomanie et il faut privilégier l'analgésie multimodale chez ce patient. Donc, le message important que j'ai à vous dire pour le toxicomane, il faut savoir qu'il a vraiment mal et qu'il a plus mal qu'un sujet normal. J'ai expliqué pourquoi. Il faut savoir que la dépendance, il faut traiter cette dépendance en dehors de la douleur qu'il a. Il a une dépendance, on est en train de le sevrer, donc donner autre molécule pour sevrer cette dépendance physique, psychique, etc. Alors, calmer la douleur, éviter la dépendance, adapter les doses et ne jamais confondre dépendance et douleur et savoir que la douleur est réelle et prioritaire. Ça, c'est les messages clés, c'est les principes fondamentaux de la toxicomanie. Alors, comment on évalue la douleur? L'évaluation doit être répétée. Bon, rechercher les antécédents, qu'est-ce qu'il prend comme traitement? Chacun dit ce qu'il a. Il y a des qui prend la méthadone, la buprenorphine, chacun a sa drogue. Donc, savoir quelle est la drogue prise par ce patient, c'est un secret médical, on doit le savoir, mais on n'est pas obligé de le dire. On sait que ce patient est toxicomane dû à ça, mais on ne doit pas le dire, c'est un secret médical bien sûr. Chercher la dernière prise pour éviter l'interaction avec la drogue lors de l'induction, il faut l'espacer et il faut l'arrêter. Donc, rechercher les signes de sevrage chez ce patient et les connaître. L'agitation, la tachycardie, la sueur, elle peut aller jusqu'à la convulsion. D'accord? Donc, chercher les signes de sevrage et les traiter. Il y a des stratégies antalgiques qu'on utilise, que c'est un protocole chez nous, et qu'il a donné ses résultats.
Alors, il y a les antalgiques non opoïdes, les opoïdes, les morphiniques, et bien sûr, une analgésie puissante par les morphinomimétiques. Alors, le paracétamol, préférer l'analgésie multimodale, je dis bien multimodale, c'est l'association, c'est quoi la multimodale? C'est le toxicomane, c'est l'association de plusieurs analgésiques, plusieurs paliers de type d'analgésie en un seul temps. C'est-à-dire, par exemple, on donne un palier 1 avec le palier 2. On peut utiliser n'importe quelle molécule, par exemple, paracétamol, anti-inflammatoire, et le tangésique, c'est la multimodale. Donc, plusieurs paliers en même temps, avec chacun respecte la durée d'action. C'est en calculant continu et en horaire. Alors, on peut donner non opoïdes tels que le paracétamol, les AINS, pas de contre-indication, et généralement, on les associe pour une bonne douleur. Si ça persiste avec ce palier, on monte au palier 2, ensuite au palier 3, on rajoute les morphinomimétiques, chacun selon la disponibilité. Donc, on peut aller de la fentanyl au bloc opératoire, de la fenta, sufenta, en IV. On peut utiliser des patchs de fentanyl selon la dose et le patient et l'état du patient. On peut utiliser aussi les acubol, le tangésique, on peut tout utiliser, mais selon un protocole bien déterminé. Je parle de la multimodale pour une bonne analgésie. En cas de changement de pansement, bien sûr, on associe au traitement de la douleur une sédation pour calmer ce patient. Voilà pour la stratégie analgésique. Chaque établissement a son protocole. Je parle de tout et j'insiste comme mot-clé de l'analgésie multimodale. Alors, il y a un point important, c'est la douleur au bloc opératoire qui est accentuée par les changements de pansement et le débridement. Donc, l'anticipation, elle est obligatoire. Le patient a trop mal et on l'a déjà vu souffrir. Donc, il faut une analgésie renforcée avant le soin, donnée en préopératoire. On peut préconiser, je suis là pour montrer telle ou telle molécule donne l'efficacité, mais je vous dis, donnez l'analgésie en préopératoire. Ne laissez pas le patient souffrir en pré et donnez des drogues ou bien des patchs, ou bien une molécule qui assume le père et le post-op. D'accord? Donc, il y a plusieurs molécules. Il y a la kétamine, il y a la sédation légère et il y a les opoïdes. On a le choix et chacun a son protocole. Mais ne jamais réaliser un pansement douloureux sans préparation du patient du point de vue douleur. Parce que la douleur va s'accentuer et va se manifester en anesthésie par des tachycardies et parfois des fibrillations. Donc, calmer la douleur de ce patient. La douleur engendre un stress. Le stress, c'est la libération du cortisol, c'est la libération du médiateur de l'inflammation et ça a aggravé tout l'état, y compris l'état psychologique du patient. Donc, calmer la douleur avant par une multimodale, en péri par l'anesthésie et donner l'analgésie en post-op immédiat. Voilà. Pour conclure, chez le patient brûlé toxicomane, une analgésie efficace repose sur des doses adaptées, sur la kétamine, la molécule de choix. Il faut prévenir le sevrage à plusieurs molécules et une approche humaine psychologique doit être anticipée. Un patient bien soulagé, moins de complications et de souffrance. Ne laissez pas ce patient souffrir. Il a et je vous remercie. Madame Hanen. Le professeur. Oui, on va voir ce qui a été... On va répondre aux questions. Je pense que il n'y a pas de questions? Est-ce qu'il y a... Oui. Oui. Alors, est-ce qu'il y a autres méthodes en cas de difficulté à piquer? La voie centrale, la voie intra-osseuse, oui, c'est des patients qui sont difficiles à piquer. La voie centrale, il y a 3 types de voies centrales. Il y a la fémorale privilégiée chez le brûlé, parce qu'elle est facile, le pouls, il est facilement détectable. On peut, et si la région est brûlée, la voie fémorale est brûlée, au niveau de la ligne inguinale, c'est brûlé, on passe à la voie jugulaire interne. D'accord? Bien sûr, si le canal veineux est collabé. Privilégier la voie veineuse, la jugulaire interne,
S'il n'y a pas de jugulaire externe, on passe à la voie centrale jugulaire interne et on peut passer à la source claviculaire. On peut passer même à la voie intra-osseuse. Donc, il y a plusieurs fois utilisées chez le brûlé. L'essentiel qu'il soit piqué, qu'il soit rempli. Je pense que j'ai répondu à votre question. Alors, pourriez-vous nous parler plus sur le sevrage? Il y a plusieurs molécules, je ne peux pas rentrer dans les détails du détail. Il y a plusieurs molécules utilisées. Nous, on a notre protocole. Alors, pour le sevrage, nous, on fait appel à nos confrères, les psychiatres, Oui, qui nous fassent un protocole chez tous les patients, chacun son protocole, et on fait appel généralement à nos confrères les psychiatres pour le sevrage. il y a plusieurs molécules utilisées. L'idéal, c'est la collaboration pluridisciplinaire. On a notre protocole. Vous pouvez contacter les psychiatres. Ils vous donnent et on peut même vous donner notre protocole à nous qui a donné des résultats. En plus, il faut savoir que certains toxicomanes, ils n'utilisent pas une seule drogue. C'est ça, la gravité, elle est là. Donc, plusieurs drogues à la fois, variées. Donc, moi, je dirais l'appel du psychiatre est élémentaire puisqu'il saura comment commencer, comment établir un protocole de sevrage. Donc, nous, on fait appel généralement au psychiatre pour aborder le sevrage chez le patient toxicomane. Et surtout, on sait très très bien que le toxicomane et puis le brûlé de manière générale séjourne longtemps au niveau des centres des brûlés. Donc là, il faut qu'on fasse appel à nos confrères les psychiatres. Ensuite, dès qu'ils sortent chez nous, ils suivent chez eux en psychiatrie. Voilà, oui, bien sûr. L'idéal, c'est la collaboration parce que la prise en charge des brûlés, que ce soit toxicomane ou autre, est multidisciplinaire. Tout est inclus, le psychologue, le psychiatre, tout. On peut inclure, même le cardiologue, il peut être amené à nous donner des évaluations cardiaques sur son état. La dernière question, je pense, l'absence de réanimateur. C'était pour le sevrage, l'absence de réanimateur. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Madame Hanan? Madame Hanan? Madame Hanan? Oui, professeur. Oui, alors je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions? Des questions? S'il y a des questions? Je pense qu'on a fait le tour des questions, Madame Hanan. Là, d'accord. Alors, on passe à la dernière communication. C'est bon. C'est bon. Adou. Il n'y a pas de questions. Non. On a répondu à toutes les questions. Je pense que... S'il y a une remarque, on est là. Merci beaucoup. S'il y a une remarque ou bien une particularité, on est là pour répondre. C'est le projet psychiatrie, c'est pas mon domaine. Après, la règle de l'information, le titre, on sait les Merci. Madame Hanan, je pense que... On va Oui. conclure